Pulse. Il est 17h31, merci d'être avec nous et aujourd'hui avec nous comme invité, en tout cas comme éditorialiste, Philippe Bilger, vous le connaissez bien, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique et puis Arié Bensemoun, directeur général d'Elnet. Vos appels au 0826 300 300, bienvenue, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il fut le dernier dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, est mort à l'âge de 91 ans. Était-il le plus grand dirigeant soviétique? Pour l'instant, vous dites non à 50%. Et écoutez, c'était il y a quelques années. Et a annoncé ce soir sa démission. Voilà. Oui, vous l'avez rappelé, il s'est éteint hier à Moscou. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Félix Mathieu. Il s'est éteint hier donc à 91 ans à Moscou. Il y a une pluie d'hommages pour Mikhaïl Gorbatchev, artisan de la démocratisation et de l'ouverture du pays. Il n'avait pas pu empêcher la dislocation de l'URSS et depuis sa démission, le dernier dirigeant soviétique était beaucoup plus populaire ici en Occident que dans son propre pays. Une image de fin de règne résume son bilan, mais aussi à quel point il a été dépassé par le mouvement qu'il avait initié. Le drapeau rouge, le drapeau soviétique enlevé du Kremlin et remplacé par le drapeau russe. Image en ouverture de ce soir 3 du 25 décembre 91. J'ai défendu fermement l'autonomie, l'indépendance des peuples, la souveraineté des républiques, mais je défendais aussi la préservation d'un État de l'Union soviétique, l'intégrité du pays. Les événements ont pris une tournure différente, déplore Gorbatchev. La ligne de démembrement du pays, la dislocation de l'État a gagné, et ce que je ne peux pas accepter, car j'y vois de grands dangers pour nos peuples et pour toute la communauté mondiale. Gorbatchev, qui en arrivant à la tête de l'Union soviétique quelques années plus tôt, avait initié ces réformes de démocratisation, de libéralisation, de transparence, la glasnost, la perestroïka, pris en étau un peu entre des militaires communistes conservateurs qui avaient tenté un putsch contre ces réformes et des jusqu'au-boutistes de la libéralisation comme Boris Eltsine qui l'a délogé de la tribune lors d'un congrès. Gorbatchev acculé finalement dans le cas la démission, lui qui pensait pouvoir concilier les acquis du socialisme, le communisme et la démocratie. Alors après ça s'ensuit des années de libéralisation à marche forcée, des biens publics bradés aux oligarques. Le PIB russe mettra 20 ans à revenir à son niveau du début des années 90. Alors, à ceux qui lui reprochaient d'avoir apporté la liberté, mais aussi la pauvreté, Gorbatchev faisait cette réponse étonnante sur France 2 en 99. Ils disent vrai, ils ont reçu la liberté, ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Le résultat a été l'effondrement de l'Union soviétique. Au moment du démantèlement, le peuple n'a pas exprimé son désaccord et pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Ils ont suivi cette voie-là et appliqué la thérapie de choc, redistribué les biens publics et entre-temps, les criminels ont plongé leurs mains dans cette fange. Voilà, après cette disparition, le président américain Joe Biden salue un leader rare qui a laissé un monde plus sûr, hommage beaucoup plus réservé de Vladimir Poutine et du Kremlin où l'on évoque sa vision romantique des relations Est-Ouest. Il faut dire que le dernier dirigeant soviétique n'était pas forcément tendre envers Vladimir Poutine. Il dénonçait sa dérive autoritaire après 20 ans au pouvoir. D'ailleurs, l'opposant emprisonné Alexeï Navalny souligne que Gorbatchev avait su, lui, quitter le pouvoir pacifiquement. C'est déjà un grand exploit, dit-il, selon les normes de l'ex-URSS. Merci beaucoup Félix Mathieu. Philippe Bilger, est-ce que Gorbatchev était un idéaliste, comme certains le disent ? Peut-être un romantique, en tout cas un homme sincère. Et quand je vous écoute présenter très très bien cette disparition, je me dis qu'on aurait pu consacrer les 2 heures des vraies voix à cette personnalité parce qu'il y a tant de choses à dire. Moi, je trouve son destin à la fois admirable et pathétique. Admirable parce qu'il a eu une influence décisive sur le cours du monde et pas seulement sur l'Est de l'Europe, mais pathétique
pathétique parce que il ressemble à ces gens extraordinaires qui tentent d'infléchir un système sans le faire disparaître tout entier. Et bien sûr, c'est lui qui a perdu. La meilleure preuve en est le fait que Poutine cherche à restaurer ce que lui a voulu détruire. Arié Ben Semoun. Moi, je dirais que Gorbatchev est probablement un très grand personnage de l'histoire, mais l'histoire n'est pas encore totalement écrite, il faudra un petit peu de temps. Mais surtout, c'est un pragmatique. N'oubliez pas dans quel état se trouve l'Union soviétique au moment où il lance la perestroïka. L'Union soviétique est affaissée, elle est faillie. Il n'y a plus d'argent. Le système est en train de se déliter totalement. Alors, il y avait deux options. Une option visionnaire et humaniste, c'est celle de Gorbatchev, d'accompagner un mouvement qui est inéluctable. Il y aurait eu une autre solution, peut-être plus poutinienne, taper dans le tas, partir dans une sorte de bain de sang organisé. On peut dire que je ne sais pas s'il a été le plus grand président ou leader de l'Union soviétique, mais en tout cas, il est celui qui aura eu le moins de sang sur les mains et qui laissera peut-être la trace la plus belle parce qu'il a initié ce processus démocratique qui malheureusement n'a pas duré longtemps. Vladimir Poutine s'est chargé de le dézinguer. Et pourtant, Olivier d'Artigol, beaucoup disent que c'est un traître aussi. Oh oui, ceux qui disent ça sont dans une nostalgie que je ne partage pas sur le système que Gorbatchev voulait modifier. Je me souviens pour la famille communiste française, le vent d'espoir lors de la publication et l'édition française du livre La Perestroïka, où il y avait véritablement une vision portée par ce dirigeant, avec des objectifs vertigineux sur lesquels il n'a pas pu les atteindre parce que les obstacles étaient colossaux. Je retiendrai aussi qu'il a quand même été le prix Nobel de la paix en 99 action sur le désarmement nucléaire. Prix que Poutine aura du mal à obtenir dans les années qui viennent. Non, mais c'est pour faire aussi la différence entre les deux personnages. Avec nous, Bernard Lecomte, spécialiste de l'URSS, auteur d'une biographie intitulée Gorbatchev chez Perrin. Bernard Lecomte, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous synthétiseriez les avis de nos vraies voix sur Gorbatchev? Idéaliste, pragmatique? Alors d'abord, je crois quand même qu'il faut revenir aux choses basiques. La plus grande personnalité de l'histoire de l'URSS, ce fut Staline, et de loin. Gorbatchev arrive tout à fait à la fin de cette histoire. Lui, ce qui le caractérise plus que tout autre, et surtout plus que ses prédécesseurs, rappelez-vous Tchernenko, Andropov ou Brejnev, ce qui le caractérise, lui, c'est son côté humain. Ça paraît un peu bizarre de dire d'un homme qu'il peut être humain, mais dans le cadre de l'histoire de l'URSS, c'est tout à fait nouveau. Et il y a deux caractères de cet homme, de cette personne humaine, qui vont déterminer la suite. C'est qu'il est profondément pacifique et qu'il est profondément optimiste. Il méprisait la guerre, c'est ce qu'il disait. En tout cas, si vous voulez, le résultat de l'histoire, de la place de Gorbatchev dans l'histoire, c'est que cet homme-là, tout seul, précisément seul, le 10 novembre 89 au matin, dit à son ambassadeur qui lui dit « Ils ont ouvert le mur de Berlin », il dit à son ambassadeur « Nous ne nous en mêlons pas ». Il n'envoie pas les chars réprimer les populations est-allemandes. Ce qu'aurait probablement fait à sa place un Tchernenko ou un Brejnev. Donc c'est quand même ça l'essentiel. Dans l'histoire, le rôle de Gorbatchev, c'est essentiellement ça. Après, il a voulu conduire une réforme qui l'a dépassé. Ça c'est très bien. Ça a commencé très bien et le peuple était derrière lui. Ça s'est terminé très mal et le peuple s'est retourné contre lui. Mais rappelons quand même ce point essentiel. C'est lui qui a terminé la guerre froide sans verser une goutte de sang. Bernard Lecomte, justement ce basculement on l'adorait et puis tout à coup c'est l'inverse. Ça se joue à quoi finalement ? Vous savez, il ne faut pas prendre le peuple russe pour autre qu'il est. Le peuple russe, il est intelligent et lui aussi, il est humain et normal. Au début, les Russes se rendent compte que cette perestroïka, cette glasnost, ça leur permet d'assister à des spectacles qui étaient avant interdits, de fonder des journaux à leur guise, de voyager beaucoup plus qu'ils ne pouvaient avant. C'était que du bonheur. Sauf que
la perestroïka et la glasnost, en affaiblissant le rôle du Parti communiste de l'Union soviétique, vont amener à une déstructuration de la société, à un effondrement de l'économie et à un éclatement des territoires de l'URSS. Il va de soi que le peuple russe, quand il recommence à faire la queue, qu'il se rend compte que l'insécurité est partout et qu'il n'a plus de travail, il est contre l'homme qui pilote tout ça. C'est tout à fait logique. En 6 ans, cette opinion s'est retournée contre Gorbatchev parce que la situation elle-même s'est retournée. À votre avis, Bernard Lecomte, l'analyste que vous êtes, considère-t-il qu'il a commis des erreurs par rapport aux objectifs très nobles qu'il s'était fixés? Ou est-ce qu'il a été totalement dépassé par des événements qu'il n'avait plus la force d'administrer? On peut parler d'erreur, on peut parler de naïveté. Je crois, Philippe, qu'en effet, il a été dépassé par les événements. Mais attention, tout le monde a été dépassé par ces événements-là. Rappelons-nous, nous-mêmes, les observateurs, qui parmi nous a imaginé une seule seconde qu'un jour, après que les Arméniens, les Géorgiens, les Ukrainiens aient pris leur autonomie puis leur indépendance, qui a imaginé une seule seconde que la Russie ferait pareil, que la Russie deviendrait un pays contre l'URSS? Personne n'avait prévu ça, ni Gorbatchev, ni nous, ni personne. Et c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui a complètement emporté ce pan d'histoire, c'est que il y a eu un type plus instinctif, moins intelligent que Gorbatchev, qui s'appelait Boris Eltsine, qui s'est dit, ben mon sang, la Russie aussi, c'est une nation qui doit sortir du communisme. Seulement, bien sûr, si la Russie sort du communisme, l'URSS n'est plus qu'une coquille vide, dirigée et présidée par un type qui est simplement désigné par le politburo d'un parti qui n'existe déjà plus. Voilà ce qui s'est passé. Une réaction, Arié. Oui, après après Gorbatchev, il y avait cette idée que l'Union soviétique, État-providence pour les soviétiques, était en train de disparaître. Alors certes, on redécouvre, on découvre, parce que 70 ans se sont écoulés, la liberté, mais la liberté c'est bien, mais il faut avoir de quoi se nourrir, de quoi manger. La question que je vous pose, c'est est-ce que finalement les Occidentaux n'ont pas manqué à leurs responsabilités en n'accompagnant pas ce mouvement et en ne donnant pas suffisamment de moyens, peut-être par une sorte de grand plan Marshall pour aider l'ancienne Union soviétique et les nouvelles républiques à justement rejoindre le camp de la démocratie et de l'économie libérale? Je crois que on ne peut pas répondre par oui ou par non. Les Occidentaux, globalement, ont plutôt accompagné Gorbatchev. Rappelez-vous, ça s'appelait la Gorbimania. Hein. Et en France, quelqu'un comme François Mitterrand était gorbimaniaque à 100%. Et ça, c'était plutôt le bon côté des choses. Mais rappelez-vous, un fait, un seul, début juillet 1991, le G7 se réunit. On invite Gorbatchev au G7, ce qui est déjà un événement colossal. Gorbatchev sait qu'il va avoir besoin d'un plan Marshall, comme vous dites, un plan Marshall pour la Russie démocratique. On peut l'appeler comme ça. François Mitterrand est là, qui défend l'idée du plan Marshall. Helmut Kohl, pareil, et même peut-être plus fort que Mitterrand. Sauf que les Américains et les Britanniques, mais surtout les Américains, se sont dit « Oh, un plan Marshall dans ces conditions-là, on va jamais rentrer dans nos frais ». Et les Américains ont dit non. Et Gorbatchev repart pour Moscou. Moscou l'attendent les conservateurs, le KGB qui prépare son putsch pendant ce temps-là. Et Gorbatchev rentre les poches vides. Et il en voudra toute sa vie d'ailleurs aux Occidentaux de ne pas l'avoir suivi ce jour-là précisément, où évidemment il rentre sans rien et il va être emporté par la tornade. Oui, un mot de la fin, une minute, Olivier d'Artigol. Deux choses rapides. D'abord, dire que sa fin de vie a été pas très positive, assez tragique. Un homme isolé, pas aimé dans son pays, malade. Et puis après le départ de sa femme Raïssa, c'était compliqué. Une anecdote, quand on demandait à Gorbatchev, est-ce qu'il est vrai que Boris Eltsine ne dirige le pays que 2 heures par jour du fait de sa consommation d'alcool, il répondait oui, mais pas tous les jours. Voilà, au moins sur une note heureuse. Merci beaucoup, c'était passionnant, Bernard Lecomte d'avoir été avec nous, spécialiste de l'URSS et auteur, je le rappelle, d'une biographie intitulée Gorbatchev chez Perrin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, à très
À très bientôt. Restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix avec nos éditorialistes du jour. Toujours Philippe Bilger avec Ariane Bensemoun et Olivier D'Artigol. Et puis, dans un instant, on regarde ce qui buzz sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir que ça clique très très fort. Et ce sera avec Félix Mathieu. À tout de suite.